Amis confinés, contris, déconfis, bonjour. Deuxième acte de notre tragicomédie en 3 actes intitulé Covid-19, comment et pourquoi en est-on arrivé là? Notre acte 2, c'est aujourd'hui le crash boursier. Bon, alors avant d'aborder l'acte 2, je souhaiterais revenir non pas sur l'acte 1, mais faire une petite synthèse de l'acte 1. Dans l'acte 1, donc tu auras compris ma position. Ma position, c'est de dire qu'il n'y a pas d'épidémie de Covid-19. Voilà. Et donc j'ai étayé mon argumentation par un certain nombre de sources et un certain raisonnement. Voilà. Mon objectif, c'est pas de te convaincre, c'est pas ça. Mon objectif, c'est de t'amener à réfléchir et à chercher par toi-même l'information. Et si je te donne cette envie-là, eh ben c'est tant mieux. Tu as le droit de ne pas croire, non, heureusement tu as le droit de ne pas croire ce que je te raconte, non seulement tu en as le droit, mais tu en as le devoir. Voilà. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est, je ne peux pas rester impuissante, moi, par rapport à ce qui se passe, pour moi c'est insupportable. Donc je sors de mon trou, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui, en général, pour vivre heureux, restons cachés, je vis caché, je sors de mon trou parce que c'est pour moi un acte de liberté et de résistance fondamentale. Je trouve que la situation est extrêmement grave et préoccupante. Voilà, c'est mon seul acte de liberté, c'est de faire passer de l'information et de la connaissance et de t'amener, toi, à te poser des questions, à aller creuser les sujets, à étayer, etc. etc. Voilà. On attaque aujourd'hui l'acte 2, le crash boursier, parce qu'il faut remettre la crise ce que je vais appeler la crise du Covid-19, parce que pour moi il n'y a pas d'épidémie, tu l'auras compris dans l'acte 1, j'espère. Faut remettre cette crise du Covid-19 dans le contexte général. Et on est dans un contexte de crash financier. Et on sait qu'on est dans ce contexte depuis combien de temps? Eh ben, au minima depuis cet automne 2019. Hein, on savait à l'automne 2019 déjà ou que ça allait péter maximum en mars. Voilà. Hein, bah, on n'est pas loin, on y est. Voilà. Hein. Mais on le savait aussi depuis 2008 en fait. Hein, depuis 2008, les économistes experts des marchés qui sont atypiques, hein, comme je vais citer un certain nombre de financiers et d'experts, je mettrai mes sources. Moi, je me suis surtout basée sur les analyses d'Olivier Delamarche et de Charles Sana, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Insolentiae. Voilà, je partage pas toutes leurs opinions non plus, ils vendent de l'or, mais alors ça m'intéresse pas. Mais je trouve leurs analyses extrêmement pertinentes. Hein, je suis pas là pour défendre le marché de l'or, ça ne m'intéresse pas du tout, je le redis. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'intéresser à l'analyse de ces gens extrêmement intéressants. Olivier Delamarche, il fait partie des éconoclastes. C'est un des économistes atterrés, a priori. Et voilà, j'aime bien ce gars-là, je trouve que ses analyses sont pertinentes, j'aime bien sa façon de parler. Il y a un gars très intéressant aussi que tu peux aller écouter, c'est Gaël Giraud. J'ai vu une vidéo qui date d'il y a un an. Gaël Giraud, il est jésuite et financier aussi. Et il y a un an déjà, il y a une vidéo, un entretien qu'il fait avec je sais plus qui, où déjà il explique qu'il va y avoir un crash financier. C'est évident, hein, c'est évident qu'il va y avoir un crash financier. Alors pourquoi il va y avoir un crash financier? Bon, on fait un petit saut dans le temps. Juillet 2007, crise de subprime, hein, ça te rappelle quelque chose? C'est quoi les subprimes? Ce sont des prêts hypothécaires donc sur le marché privé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Américains qui ont emprunté, qui ont fait des emprunts aux banques, avec ces prêts à taux variables, à un moment donné, ils ne vont plus pouvoir rembourser, et de moins en moins, voilà, et puis jusqu'à ce que le système complètement implose. Voilà, et ça va aboutir le 15 septembre 2008 à la faillite de l'énorme banque Lehman Brothers, et par un effet domino à l'ensemble des banques de marché dans le monde, y compris en France. Voilà. Hein. Donc tu dois t'en souvenir, hein, ça a été quand même assez... on en a parlé hein, du crash financier de 2008, hein, mais heureusement les États étaient là pour nous sauver. Hein, voilà, nous on avait Sarkozy à l'époque au pouvoir, moi je me souviens, Sarkozy il était là. Et je me souviens d'une phrase, j'ai pas une super mémoire moi, mais j'ai une mémoire pour ce qui m'intéresse. Voilà. Et je me souviens que notre cher Nicolas nous a expliqué qu'il allait falloir aider les banques, hein, les renflouer. Hein. Il nous a fait une promesse, il nous disait bah,
va falloir qu'on aille aider nos banques pour pas qu'elles se cassent la figure. Il faut absolument les aider parce que là, elles sont en faillite. Sinon, et c'est pas possible, elles peuvent pas être en faillite. Mais ils vont être vachement sympas après avec nous. Hein. Les banquiers, ils vont être gentils. Ils vont prêter des sous aux entreprises, aux ménages, etc. Ils vont prêter de l'argent pour vous permettre de réaliser vos projets, puisque pour les entreprises, c'est pas facile hein, quand tu veux créer une activité, alors surtout si tu n'as pas grand chose et surtout si ton activité elle est un peu originale, bah tu vas pas voir beaucoup de monde qui va te prêter du fric. Hein. Moi j'ai monté une boîte il y a 20 ans de ça, je suis allée naïvement à ma banque, j'ai dit bah j'ai un super projet, voilà, j'ai besoin de 3000 euros. Ah bah tu peux faire un crédit à conso si tu veux. Ah bon, un crédit à plus de 15%, mais ça m'intéresse pas, hein, ça m'intéresse pas. Donc ça c'était en 2001, tu vois, j'ai été très naïf. Bon. Donc en 2008, Nicolas, il nous fait cette promesse, les banques, elles vont être sympas. Bon, t'as vu, ça n'a rien changé. Hein. On a payé. Si, nous, ça a changé. Hein. Toutes nos taxes ont augmenté, les impôts, tout ça, ça a augmenté. Notre dette a augmenté. Mais dans l'économie réelle, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Alors, effondrement des banques, récession, effondrement du système financier. Ah oui, mais on ne peut pas fonctionner sans système financier. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les États ils ont socialisé les dettes des banques. Ah ouais, ils ont réparti ça sur nos têtes, hein, voilà, pour sauver de la faillite des banques complètement toxiques, des entreprises zombies et pourries qu'il fallait se laisser crever. Ça, c'est les mots d'Olivier Delamarche, j'aime bien. Fallait les laisser crever, ils étaient nazes. Bah non, on les a sauvés. Tu vois. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait autrement, ils en ont mis derrière les barreaux des banquiers. Non, nous pas. Nous, Carlos Ghosn, il n'est pas banquier, hein, mais enfin, il pourrait. On les met pas en prison, nos banquiers, nos gros chefs d'entreprise bidons là. Non, on procède pas de la même façon. Donc nous, on les a mis sous assistance respiratoire et on a créé de la dette. Voilà. Hein. On a créé de la croissance par de la dette. Hein. Et cette dette, elle a préparé progressivement, depuis 2008, elle prépare progressivement un cataclysme financier. On a eu une belle crise en 2008, mais celle qui va s'annoncer là en 2020, celle qui va avoir lieu là maintenant tout de suite, elle va être pire. Mais pire que celle de 1929, nous explique Charles Sana, par exemple, depuis l'été 2019. Hein. Il explique que la crise qui arrive, elle va être pire que celle de 1929. Alors aujourd'hui, Charles Sana, dans le contexte, il ne sait même pas comment ça va se passer. Hein. Là, tous les financiers et les économistes, ils sont un petit peu inquiets. Hein. Donc au Japon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout est de la dette, hein. Ton livret A, ton assurance vie, si tu en as. Hein. Moi, j'ai pas d'argent, je dois plus de l'argent à la banque, hein, et je préfère cette position-là, hein, plutôt qu'avoir de l'argent sur les comptes. En fait, c'est de la dette, tout ça. Voilà. Hein. Le problème, selon Olivier Delamarche, c'est intéressant son analyse, il explique qu'il y a un problème, c'est que nos banques, la plupart des banques, elles sont en même temps banque de marché et banque de dépôt. Voilà. Or, qu'est-ce qui se passe? À partir de 2008, où les banques centrales vont mettre de l'argent, donc vont faire fonctionner la planche à billets pour mettre sous respirateur artificiel le système financier, amener les entreprises à emprunter, enfin en espérant que les banques prêtent à ce moment-là. Elles vont donc devoir, parce qu'elles font fonctionner la planche à billets, elles augmentent la dette tout le temps. C'est une augmentation exponentielle et donc il faut absolument que les taux baissent. Donc à un moment donné, on va se retrouver avec des taux très bas. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur le marché, enfin, je ne sais pas si tu as vu, bien sûr que tu as vu, sur le marché immobilier, les emprunts sont extrêmement bas. Les taux d'emprunt sont extrêmement bas. On était à des taux d'intérêt à peu près à 1%, là, même pas, hein, même en dessous, presque. Donc qu'est-ce qui se passe? Les banques, elles n'ont pas intérêt à prêter à des taux si misérables, c'est pas intéressant. Et comme elles font en même temps du marché, elles font les deux, elles ont les deux activités, banque de dépôt et trading, elles vont plutôt aller sur le trading. Donc on continue dans le système du trading. Hein. On n'a pas assaini les banques. Hein, depuis 2008. On n'a rien changé, on a mis la poussière sous le tapis. On a laissé les banques continuer à fonctionner et à mélanger et à continuer à avoir les deux activités, dépôt et trading. Voilà. Et du coup, plus les États ont injecté d'argent dans les banques pour les mettre
leur tenir la tête hors de l'eau, plus les taux ont baissé, moins la banque de dépôt, l'activité banque de dépôt était attractive parce que je te prête de l'argent mais je ne veux pas récupérer beaucoup de fric. Par contre, si je joue en faisant de la cavalerie sur les marchés, là je vais récupérer du fric. Voilà. Et comme les marchés n'en ont jamais assez, comme explique Olivier Delamarche, eh bien il faut tout le temps remonter le niveau de la dette. Voilà. Donc on a une croissance de la dette. Voilà. À un moment donné, ça va être à peu près, je vais dater ça à cet été, hein, été 2019, mais enfin c'est pas précis mon truc, vraiment. Là où je veux en venir, qu'est-ce qui se passe? Été 2019, on commence à trouver vraiment là des signaux d'alerte qui montent et qui augmentent. Waouh, la crise elle arrive, là on le sait, ça arrive, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, quand tu regardes le marché américain, les Américains sont surendettés. Hein, comme les Japonais, il n'y a plus d'épargne. Au Japon comme aux États-Unis, il y a les particuliers, les privés n'ont plus d'épargne. Donc ils sont complètement surendettés. Donc il faut que les banques centrales prennent le relais, hein, et qu'il y ait cet enchaînement de la dette pour pouvoir maintenir à flot tout le système financier. Pardon. Et puis aux États-Unis, en fait, les classes moyennes se sont complètement effondrées. En France également, moi je me souviens, j'ai lu un super bouquin, tu peux le trouver encore. Il a été très critiqué évidemment en France, toujours très critiqué. Il s'appelle, alors c'est l'auteur, je me souviens plus de son nom, son prénom c'est Louis, j'arrive jamais à me souvenir de son nom de famille. Le titre du bouquin c'est Les classes moyennes à la dérive. Il a à peu près 15 ans ce bouquin, je te conseille de le lire, c'est un petit poche, il est vachement bien. Hein, tu vas t'apercevoir qu'en fait des classes moyennes, il n'y en a plus depuis 20 ans. Elles s'effondrent, on fait croire aux gens qu'ils font partie des classes moyennes, mais en fait ils font déjà partie des classes populaires, dans la réalité. Hein, mais voilà, lui il fait une bonne analyse intéressante. Aux États-Unis, Olivier Delamarche lui dit qu'Obama, il a foutu en l'air les classes moyennes en 2 mandats. Je ne sais pas si c'est vraiment Obama, je pense que ça remonte à plus loin et ça dépasse complètement le personnage ou la marionnette qui est Obama. Hein, tous nos leaders sont des marionnettes, il faut le savoir. S'ils sont élus, c'est parce qu'ils sont financés par les big business. Hein. Sinon, ils ne seraient pas élus parce qu'ils ne seraient pas candidats, ils n'auraient pas les moyens pour. Voilà. Donc, selon Olivier Delamarche, Obama a mis à sac les classes moyennes en 2 mandats. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait la population américaine elle est exsangue. On masque les chiffres du chômage réel. Olivier Delamarche, ça fait des années qu'il dit qu'aux États-Unis le nombre de chômeurs est de 25 à 30% à peu près. Bien sûr, on dit que c'est pas vrai. Alors il y a des économistes qui disent l'économie américaine elle est super dynamique, il y a un faible taux de chômage, 7-8%, je sais pas, 10, peu importe. C'est bidon en fait. Hein. Il y a énormément de travailleurs pauvres, les contrats sont précaires, temps partiel, il y a énormément de gens qui sont rayés des listes qui n'existent plus, ce sont devenus des fantômes, mais tu regardes en France c'est pareil, hein, on te radie des listes de chômeurs et de demandeurs d'emploi très rapidement, il y a tout un tas de gens qui ne sont plus sur les listes de demandeurs d'emploi, ils sont passés ailleurs, puis tu as énormément de travailleurs pauvres, ils sont censés ne pas être chômeurs et travailler, voilà, c'est un appauvrissement, il y a tout un appauvrissement de la population. Et donc ce qui va se passer, alors aux États-Unis par exemple, les gens n'ont tellement plus d'épargne, ils sont surendettés pour acheter la moindre chose, il faut qu'ils empruntent, donc évidemment pour leur voiture, hein, mais bon en France aussi, hein, la plupart des gens empruntent pour leur voiture aussi, sauf ceux qui ont de l'argent. Bien sûr, et aux États-Unis, surtout, les étudiants, notamment, empruntent pour faire leurs études. Mais en France aussi, moi, mes enfants, ils ont emprunté pour faire leurs études. Il n'y a pas l'argent pour faire leurs études. Enfin bon, ils ont fait voilà. Il y a un certain nombre maintenant d'écoles qui sont privées. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup de choses qui sont privées. Hein. Les études, en général, ils n'ont pas la chance d'avoir nos universités, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le bilan est tombé, là, c'était vraiment frappant. Été, automne, c'est que les banques, elles ont compris que notamment les prêts étudiants ne seraient pas remboursés. Voilà. Donc ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'automne, à ce qu'on appelle la crise du repo. C'est quoi le repo? C'est les marchés interbancaires. C'est le marché interbancaire. Les banques, elles se prêtent de l'argent ensemble, les unes les autres, sur des prêts qui sont en général à 2%, hein, mais à partir de septembre 2019, là, en septembre 2019, il y a une crise du repo, c'est-à-dire que les taux d'intérêt du marché interbancaire grimpent. Ça passe de 2% à 6% et puis à 10%. À un moment donné, ça arrive à 10%. Plus personne ne se prête. Les banques ne se prêtent plus entre elles. Il y a une perte totale de confiance. Les banques savent qu'elles
pourront pas rembourser. Que les emprunts qu'elles ont fait, on refait, c'est un peu le même contexte que les subprimes, hein, c'est un peu pareil, j'ai prêté de l'argent, mais en fait je vais pas être remboursé, je vais pas être solvable, donc je vais perdre du fric. Donc là, ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, la Fed, la banque américaine, la banque centrale américaine, en 48 heures, tiens-toi bien, elle va intervenir en urgence sur les marchés, et elle va injecter 128 milliards de dollars en 48 heures. C'est beau ça, hein. Ouais. Tu vois, quand on demande à avoir un peu d'argent pour sauver des espèces animales, pour sauver des espaces naturels, il n'y a pas d'argent, hein. Non, pour sauver la vie sur cette planète, il n'y a pas d'argent. Par contre, pour sauver des banques, c'est incroyable le pognon qu'on peut trouver, hein, ça, voilà. Je te parle même pas du social, des pauvres, tout ça. Il n'y a pas d'argent pour ça, il n'y a pas d'argent, hein. Non, non. Non, en fait, l'argent, c'est magique, hein. Il apparaît selon les causes. Voilà, hein, selon ce qu'on veut faire, tout à coup, il y a de l'argent. C'est inepte, hein, c'est abject, pardon, c'est abject. C'est pas inepte, c'est abject. Bon. Voilà, donc la crise du repo à l'automne, donc là, tous les marchés, tous les experts de la finance savent qu'il va y avoir un crash financier. Voilà. Et tout à coup arrive ce Covid-19. Magistral cette épidémie de Covid-19, parce que qu'est-ce que ça veut dire ce crash financier qui va être pire que celui de 1929? Ça veut dire qu'il va y avoir une récession monumentale, parce que Olivier Delamarche, il dit le 27 juin 2019, il dit on le sait qu'une récession mondiale est en train de se dérouler. Les banques européennes sont en quasi-faillite. Voilà. Et ce qui va se passer, donc du coup, toutes les banques centrales, Banque centrale du Japon, la Fed, Banque centrale américaine, la BCE, c'est la Banque centrale européenne, elles vont avoir la même stratégie. Elles vont injecter de l'argent, elles vont augmenter de la dette pour soutenir le système financier et les entreprises zombies. 4 dollars, en fait c'est un système économique qui se maintient complètement de manière totalement artificielle. Les banques centrales vont injecter 4 dollars pour récupérer 1 dollar de PIB. Voilà la mécanique. J'injecte 4 dollars, je récupère 1 dollar de croissance. Pour créer de la fausse croissance. Il n'y a pas de croissance, il n'y a plus de croissance. De toute façon, on en parlera à l'acte 3 de cette histoire de croissance. Donc l'économie, elle ne tient que par la dette aux États-Unis. Et il y a nécessairement une conséquence sur les pays européens, puisque la Fed, elle, alimente les banques centrales européennes. Je vais essayer de te retrouver... voilà, c'est Charles Sana qui l'explique. À partir de 2008 et jusqu'en 2012, nous explique Charles Sana, la Fed, elle injecte 26 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale, dont 8 000 milliards de dollars qui vont être donnés à la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, pour que le système économique ne s'effondre pas. Voilà. L'effondrement, il est masqué sous ces 26 000 milliards de dollars versés entre 2008 et 2012, entre autres. Voilà, mais ça continue. France Culture, 18 septembre 2019, la Fed intervient en urgence, elle injecte 128 milliards de dollars en 48 heures. Le système économique est maintenu sous perfusion, le système financier. On essaie d'éviter de retarder le crash financier, mais là on ne peut plus le retarder. Alors comme on ne peut plus le retarder, qu'il va y avoir une conséquence sur l'économie, parce que donc parce que nécessairement ça va avoir un impact sur l'économie réelle. Un effondrement financier, il a un impact ça crée une récession, c'est évident. Mais là, la récession, elle va être dramatique. Or, dans des pays comme la France, par exemple, on a encore des droits sociaux, on a encore des choses à défendre. Mais il faut que ça pète, parce que les gens, ils vont avoir du mal à comprendre ce que c'est. Ça va être la douche écossaise, la récession économique. Ça va pas être une petite récession économique comme en 2008, ça va être beaucoup plus violent. Donc, il faut faire passer la pilule. La crise du Covid-19, elle permet déjà de confiner les gens. Comme par hasard, en France, en Italie, on savait que après la Grèce, le schéma grec qui va suivre, Chypre, Grèce, ça va suivre. Et on sait depuis la Grèce que ceux qui vont suivre, on ne sait pas dans quel ordre, le trio gagnant, mais Espagne, Italie, France. Parce que c'est des économies qui sont un peu foireuses. Et c'est des États qui sont un petit peu foireux. C'est pas très solide tout ça, donc on sait que c'est les prochains sur la liste.
C'est là aussi qu'il y a eu le plus de contestations ces dernières années, hein, ces derniers temps, en Espagne, en Italie, en France, entre les nuits debout, les gilets jaunes, les manifs pour la retraite, les manifs pour la défense de l'hôpital public et de la santé, les personnels soignants. Oh, c'est le bordel depuis 2 ans, là, 3 ans même, hein, avec à chaque fois. Alors à chaque fois on a de la chance, on a un petit attentat ou un gros attentat, ça tombe à pic. Alors je dis pas que les attentats sont bidons, attention, hein. Si tu veux, tout est interconnecté, hein. Plus il va y avoir de conflits, quand il y a de la violence, du conflit, de la pression, nécessairement, il y a des dysfonctionnements partout et il va y avoir des attentats, des espèces de déviances terroristes, tout un tas de choses. Ceci va alimenter, moi j'appelle ça plutôt des opportunités, un phénomène d'opportunité. Je pense pas fondamentalement qu'il y ait des complots, mais peut-être je me plante, hein. Mais par contre, une saisie d'opportunités et un jeu de levier sur les opportunités, ça oui, j'en suis persuadée et convaincue, parce qu'à ce moment-là, eh bien, les attentats terroristes, par exemple, vont justifier de mesures d'urgence qui vont être inscrites ensuite au droit commun. On reverra ça à l'acte 3 notamment. Mais bref, là, l'état actuel où on arrivait en France, c'est-à-dire un état de contestation monumentale, avec une crise, une récession derrière, une crise financière, un crash monumental financier qui s'annonçait pour le début 2020 et derrière une récession financière, c'est sûr que ça allait être le tollé, la révolution. Donc il fallait maintenir et juguler la résistance. Quand tu manipules les esprits et que tu fais croire aux gens qu'il y a une épidémie de Covid-19 et que c'est pour ton bien qu'on te confine et que c'est pour ton bien qu'on va bloquer l'économie, faire cette récession, ce confinement, il va justifier de la récession économique, on va masquer la réalité. C'est un écran de fumée, c'est de l'enfumage, hein. Macron, il enfume, comme dit Olivier Delamarche, il le dit à un autre par rapport à autre chose, je vais t'expliquer après. Mais on va masquer la réalité d'un crash financier qui est simplement parce que ce système ne fonctionne pas, il est totalement artificiel, hein. Mais on va justifier ça par l'épidémie du Covid-19 qui a nécessité un confinement, qui a amené une récession économique et que ceci a eu un impact sur la dette en fait, hein. Voilà, hein. Donc c'est comme ça que la mécanique elle marche. Et qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron, la suprême leader, hein, pose caca comme l'appelle je suis pas content JSCP, je suis pas content JSPC, pardon, tu iras voir sur internet, sa dernière vidéo est intéressante. Et qu'est-ce qu'il explique Olivier Delamarche également, hein, dans un article, dans une interview, c'est pas une interview, mais bref, une intervention vidéo intitulée Arrêtons de rêver, crise financière et récession économique, arrêtons de rêver, Macron nous enfume. Qu'est-ce qu'il a dit Macron là? Il a dit, la semaine dernière peut-être, il a expliqué les entreprises, l'État, papa, hein, on est encore dans la monarchie, nous en France, hein, papa, l'État papa, il va vous couvrir les entreprises, vous allez pouvoir emprunter aux banques, hein, parce qu'on sait que vous êtes en difficulté avec le confinement, tout ça, la récession, vous allez pouvoir aller emprunter aux banques, papa va vous couvrir, hein, l'État français, la banque centrale, les banques centrales vont vous couvrir à hauteur de 80% sur 10 ans, elles vont garantir vos prêts pas immobiliers, vos prêts financiers professionnels, vos prêts professionnels. Comme dit Olivier Delamarche, mais il n'a pas les moyens, le gars. On n'a déjà pas d'argent. En fait, on a de l'argent parce qu'on emprunte de l'argent. En fait, on finance de la dette avec de la dette, tu vois. On emprunte pour rembourser de la dette. Voilà. On est dans ce système-là. Ça, on le doit à Pompidou, entre autres. C'est pas un seul mec qui est à l'origine de ça. Mais entre autres, on a eu cette espèce de moulasse de Pompidou. C'était en 72, 73. J'ai dû mourir en 73, un truc comme ça. Donc, bref, début des années 70. C'est un ex-Rothschild, hein, c'est un financier, Pompidou, et c'est lui qui va mettre en place le système de la dette, hein. Il va dire, on a besoin d'argent, hein, pour soutenir l'économie, la croissance, tout ça. Les réserves de l'État ne suffisent pas, donc il va falloir qu'on emprunte au marché privé, notamment à la banque Rothschild. À partir de ce moment-là, la dette tous les pays vont devenir endettés. Et, enfin, c'est même pas les pays, ça m'intéresse même pas la notion de pays. C'est les peuples qui vont devenir endettés. C'est nous qui allons devenir endettés. Chaque enfant qui naît en France, je crois, est endetté à hauteur de 35 000 euros. Enfin, ça, c'était un chiffre ancien. Maintenant, avec ce qui se passe là depuis la pseudo-épidémie, pandémie, la Covid-19, les chiffres, ça va pas être les mêmes.
Voilà, donc ça veut dire qu'il faut vendre, hein. C'est pour ça que on vend des pans entiers de l'économie, de services, on vend tout ce qui est public, on dilapide. Là, ils en sont à vendre l'ONF, là, tu vois, ils vont vendre nos forêts, hein. Les Chinois sont en train d'acheter nos terres, hein, au nez et à la barbe de la Chambre d'agriculture et de la SAFER, les terres dans l'Indre ou le Cher, je sais plus, des terres ont été achetées. Ils ont monté une mécanique avec des super cabinets d'avocats parisiens, hein, des sociotraîtres. Ils achètent les terres, l'eau, les Chinois, voilà, puis ils vont acheter maintenant nos forêts. On va tout brader, on va perdre tout parce qu'on est surendetté, hein. Merci Pompidou et les suivants, et puis les autres, enfin, et ceux d'avant depuis le 10e, 20e siècle, on verra ça à l'acte 3. Hein. Donc, quand Emmanuel Macron dit on vous garantit 80% pendant 10 ans sur vos emprunts financiers, non, il continue à faire de la dette. C'est quoi les emprunts financiers des entreprises? C'est de la dette. Encore une fois, on va faire de la dette et donc cette dette, elle alimente artificiellement le système financier. C'est comme ça qu'on va encore espérer sauver les banques. On va pas les sauver, enfin on va les sauver mais sans les sauver, mais le crash va être monumental et une fois de plus, il y a de grandes chances pour qu'on ne laisse pas crever ces saloperies de banques pourries. On va encore les maintenir à flot. Par contre, nous, on va en prendre plein la face. Hein. Même si tu n'as pas un rond, si tu joues pas en bourse, etc. Même si tu vis dans ton Tipeee avec le RSA, tu vas voir, tu vas en prendre plein ta face. Parce que rappelle-toi, il y a quelques années, 2-3 ans, notre super État, je sais plus si c'était l'État de Hollande ou le gouvernement de Hollande ou celui de Macron, peu importe, ça n'avait pas de grande différence, enfin si quand même, ils avaient un projet d'impôt sur les potagers, voilà, donc finalement ils l'ont retiré, bon là ils vont pouvoir le remettre, hein, voilà, donc même si tu es en pseudo-autonomie avec ton potager, il est possible qu'on soit assujetti à un impôt sur le potager, incessamment sous peu, un de ces jours, prochainement, je ne sais pas. Donc voilà, ouais, il y a une énorme crise financière qui se prépare, hein, et il y a un système totalitaire qui est en train de se préparer. Le contexte du Covid-19 est parfait pour mettre ça en place. Et on aborde donc en l'acte 3 l'aspect système économique global, mondial, capitaliste, néolibéral. Effondrement ou mutation. Voilà, ciao, prends soin de toi, surtout les gestes barrières, reste chez toi, mets ton masque, etc., etc. Voilà, ciao.